Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. 2 points sur Pokémon épée et bouclier, les jeux qui sortiront le 15 novembre. Et rebonjour à ceux qui ont regardé la review de l'épisode Pokémon d'abord. Donc nous allons commencer par faire un point sur les derniers événements depuis septembre. On a eu Pal Artichaut qui avait été annoncé. Il me semble que j'en avais parlé dans une précédente review que j'avais combiné avec l'anime Pokémon. Mais on va quand même revenir dessus au cas où. On va revenir sur le Ponyta de Galar et le live de Luminis, pour ceux qui n'ont regardé que les points. On va parler des nouveaux Gigamax qui ont été dévoilés et on fera une synchronisation assez intéressante, enfin que je trouve intéressante, avec l'animé Pokémon, qui lui aussi nous tease quelques trucs de son côté. Surtout quand je vois que les prochaines dates des prochaines informations Pokémon seraient à la fois sur l'animé et sur les jeux, tous les deux le 27 octobre. Il serait aussi la date des dernières informations. Donc on va vraiment avoir une synchronisation des jeux et de l'animé par rapport à ça. Ce qui peut être intéressant. On va commencer par le direct de Galar, où un message de Sonia était apparu avec quelques images. Alors le Impidip qui était présent dans la démo, qui est présent dans la démo du jeu, n'a pas été mis à la trappe, vu que sur le site officiel Pokémon, on voit des photos de la flottée de Luminis en commençant. On va commencer par la dernière image. Impidip qui nous tire la langue, qui cache un peu le visage. Sucroquin. Le bébé Pokémonard, voilà la pré-évolution des Éliandres. On a aussi des cris par moments qui nous avaient fait penser à des Ponyta ou Galopa. On a le Pokémon Luminéon, je me rappelle plus ton nom, qui avait été aussi montré. On a aussi sa pré-évolution qui avait été là, le Spododo et sa en évolution. On a Pikachu qui a été présent, qui est venu nous saluer. Et le Ponyta de Galar. Alors personnellement, j'avais trouvé cette façon de faire très intéressante parce que c'est comme si on était vraiment dans la place du chercheur de Pokémon, un peu comme on avait fait. C'est un peu comme la quête qu'on avait eue pour Meltan dans Pokémon Go, mais cette fois, on était vraiment en observation devant l'écran. C'était assez sympa. Par contre, ils auraient pu montrer un peu plus de mouvement. Parce que ça m'étonnerait qu'en vrai des Pokémon soient aussi peu actifs dans leur milieu naturel. Alors, Sonia nous a laissé un message après les analyses. Je vous le cite. Je vous le lis. Nous avons fait un résumé des Pokémon perçus lors de nos recherches il y a quelques jours. Merci d'avoir tout filmé, Motisma. Alors, on apprend déjà que c'est Motisma qui nous servait de caméra. Ah bah bravo. Donc, Impidip a bien embêté Motisma. Bref, passons à la suite. Il semble que beaucoup d'entre vous ont aperçu le tout premier Pokémon, le tout premier Ponyta de Galar. Je suis sûr que la forêt de Lumérite abrite encore plus de Pokémon que nous n'avons pas forcément aperçu dans cette diffusion. Donc n'hésitez pas à explorer directement lorsque vous serez à Galar. J'espère que vous avez passé un bon moment à nous assister dans ces recherches encore. Merci encore. Alors, pour en revenir à ça, ça nous révèle plusieurs informations qui sont intéressantes. La première, c'est que cette forêt sera bel et bien présente dans le jeu et risque d'être importante. La question est, est-ce que ce sera dans les terres sauvages ou est-ce que ce sera un lieu à part des terres sauvages? Ensuite, on savait aussi que la météo, la jour-nuit, influencerait l'apparition des Pokémon. Ce qui me laisse penser que on aura peut-être aussi les saisons qui feront leur retour. Forme été, hiver, automne, un peu comme dans Noir et Blanc. Donc voilà. Ça peut être intéressant. Le fait que Motisma soit allé filmer ça tout seul,
peut être aussi intéressant et un clin d'œil à l'animé. Et, et par rapport au fait que Mutisma devait aller à Londres et qu'il n'est pas y allé finalement. Donc voilà. Et elle nous parle comme si elle nous attendait vraiment à Galar, ce qui peut être intéressant si on se met quasiment déjà là-dedans. On va ensuite passer à Palaticho, qui est dans la catégorie Pokémon Canard Fou, type combat, 0,8 m, 117 kg, talent impassible. Seuls les canartichants ayant survécu à de nombreux combats atteignent le stade de cette évolution. Si son poiron ossolétrie, il se retire du champ de bataille. J'adore ça, son poids. Mais je vous rappelle que c'est pas un poireau, c'est un numéro japonais. Bref, on va pas se battre là-dessus, ça sert à rien. Un noble chevalier qui se bat toujours à la loyale. Le canard-artichaut de la région de Galar peuvent évoluer en canard-artichaut après avoir disputé de nombreux combats. Calmes et réfléchis, ils mettent un point d'honneur à toujours combattre à la loyale. Leur silhouette en combat est si noble et gracieuse que les peintres en font souvent le sujet de leurs tableaux. D'ailleurs, une des offres les plus connues de Galar dépeint un duel entre un palartichaut et un lansargot. Je retiens surtout le palartichaut contre le lansargot là, parce que ça fait allusion au combat de chevalier. Par exemple, je me rappelle que les gemmes, les méga gemmes en japonais pour la méga évolution avaient un nom qui signifiait, le nom japonais signifiait pierre des chevaliers. Donc ça me paraît quand même bizarre qu'on n'ait pas de nouvelles qui retirent vraiment les méga évolutions par rapport à Galar, parce que là, si on aborde le thème de la chevalerie, ce qui semble parti avec Palartichaut et d'autres, les méga évolutions ont tout à fait leur place. Ils peuvent même être très intéressants à exploiter. Donc voilà. On continue la lecture. Son précieux poireau a connu moult combats. En combat, Palartichaut utilise la tige de son poireau comme une lance pour donner l'assaut et ses feuilles comme un bouclier pour parer les attaques. Il prend grand soin de son précieux poireau afin de le garder en bon état pendant de nombreuses années. C'est son bien le plus cher. Le jour où son poireau flétrit marque la fin de sa carrière de guerre et il se retire alors du champ de bataille définitivement. C'est vraiment intéressant ce trait de caractère du Pokémon. Un qui le rend encore plus magnifique. Et qui est intéressant. On le voit vraiment la noblesse du chevalier. Mais donc voilà. Joute Astral sera la capacité signature de Palartichaut. Une nouvelle capacité que seul Palartichaut peut apprendre pour la première fois dans les nouveaux jeux. Joute Astral. Quand il utilise Palartichaut, charge poireau en tête sur son adversaire à toute vitesse pour lui infliger une énorme quantité de dégâts. Toutefois, une attaque de telle force lui demande énormément d'énergie, si bien qu'il doit impérativement se reposer après avoir utilisé cette capacité. En gros, on peut classer cette attaque dans le même style que Ultra Laser, Giga Impact et compagnie. Vu le prix à payer pour cette attaque, ce qui la rend aussi vraiment intéressante. Vu le peu d'informations que j'avais dû donner par rapport à Palartichaut à l'époque, c'est intéressant de revenir dessus. Et je trouve. Ponita de Galar. J'oubliais. Palartichaut sera exclusif à épée, tandis que Ponita de Galar exclusif à bouclier. Alors je vais pas faire rapidement une allusion là-dessus. Si c'est vraiment. J'espère juste pas que c'est en gros l'équivalent l'un de l'autre, parce que je trouve ça dommage. Parce que Ponita c'est vraiment une forme Galar qui apparemment, si on se fie à ce qu'on a vu dans la vidéo, à la fin avec la cri de Galopa à Galopa aussi soit une forme de Galar, ça correspond pas vraiment à la même chose pour Palartichaut, qui est une évolution de Canartichaut. De ce fait, j'espère vraiment qu'on aura vraiment plus un même Pokémon du même style que Palartichaut,
pour faire une équivalence dans bouclier. Et pareil pour la forme pour Ponyta dans épée. Voilà. Ponyta de Galar, Pokémon monochrome, type Psy, 0,8 m, 24 kg, talent, fuite, voile, pastel. Alors le type Psy, ça lui va bien en fait. Je vais parler des râleurs qui disent que non, il aurait dû être de type feu au vu de sa couleur. Mais je vous rappelle que vous pouvez lire les définitions Pokédex. C'est pas qu'à l'apparence du Pokémon que ça décide. Là, le type Psy lui va comme un gant. Comme le type Fée qui va comme un gant à Smogogo de Galar. Qui lui transforme la pollution en air pur. Donc voilà pourquoi il est de type Fée. C'est ce côté purificateur qui donne ce type Fée. Alors que Ponyta de Galar prend son type Psy du fait de la nature elle-même, de l'absorption d'énergie. Comme je le disais une fois à des proches, pour moi le type C va plus représenter tout ce qui est du côté expert, magie, science, tandis que le type Fée va non plus expert, science, tandis que le type Fée va dévoiler plus le type la magie, ce qui n'est pas naturel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça correspond bien au Pokémon, je trouve. Après, ça n'empêche pas que son évolution puisse gagner le type Fée. Et ou autre. Donc voilà, attendons de voir ce que ça va donner. Soyez patients. Une adaptation due à l'énergie vitale des forêts. Des Ponyta de Galar viennent dans l'une des forêts de la région depuis des temps immémoriaux. On raconte que ceux qui ont été exposés au surplus d'énergie vitale de cette forêt pendant plusieurs générations, ce qui a conduit à un changement de leur apparence. En gros, l'absorption d'énergie vitale, allusion à ce fameux type Psy. Une crinière à couper le souffle. Le Ponyta de Galar absorbe l'énergie vitale de l'atmosphère et la conserve dans sa crinière. Plus les alentours sont riches en énergie, plus sa crinière prend des couleurs vives et chatoyantes. Alors c'est un truc très intéressant, parce que là, avec ce que les types-ci, on va un peu comparer à un Mewtwo dans le film 16, qui lui voulait voler en haut pour sortir de l'atmosphère air terrestre et aller dans l'espace pur. Là, par rapport à ce que je viens de lire, ça veut dire que Ponyta de Galar, grâce à son capacité d'absorber l'énergie vitale de l'atmosphère, est capable en gros de se créer un champ d'énergie pour passer un certain temps dans l'espace. Je dis pas qu'il peut y passer des heures, des semaines ou autre, mais il peut y passer un petit temps. Donc c'est assez intéressant. Non, donc à voir aussi comment il peut être mis en avant. Le Ponyta de Galar est doté du voile pastel. Le talent du Ponyta de Galar, voile pastel, est un tout nouveau talent. Il empêche ce Pokémon ainsi que ses alliés d'être empoisonnés. Il permet même au Ponyta de Galar de soigner instantanément ses alliés de leur empoisonnement lorsqu'il arrive sur le champ de bataille. Alors côté stratégie, etc., vous pouvez arrêter de compter sur les Pokémon poison et leur attaque toxique si vous avez un Ponyta de Galar dans votre team. Ce qui est assez intéressant, c'est comme si... Et puis l'allusion à champ de bataille aussi peut aussi être intéressant. Je vous rappelle que dans l'anime Pokémon, dans les jeux ou autres, on nous a déjà fait allusion à de nombreuses guerres qui ont eu lieu par le passé. Et le fait qu'il puisse soigner du poison, comme il n'existe pas que les Pokémon de type poison, mais que l'humain peut aussi créer des poisons et autres, ça peut être très intéressant par rapport à tout ça. J'espère qu'on va aussi exploiter ce côté guerre, enfin humain Pokémon, dont on nous a parlé à de nombreuses reprises dans le Pokéverse. Voilà, donc pour Ponyta de Galar, c'est fini. On va passer aux nouveaux Pokémon Gigamax dévoilés, qui sont à la fois une surprise et n'en sont pas vraiment une. Et oui. Pikachu Gigamax. Alors pour l'avoir,
Ah, vous pourrez recevoir un Pikachu spécial capable de Gigamaxer dans Pokémon Épée et Bouclier si vous avez joué à Let's Go Pikachu. Il est de type électrique, son talent sera statique et aura une taille de 21 mètres ou plus. Là, on a une variation de type, de taille, ce qui peut être intéressant. Et là, côté taille du Pikachu, ils sont lâchés. Poids inconnu. Alors, le fait que sa taille, qu'on nous sorte un Pikachu exclusif Galar en Gigamax est assez intéressant parce que, bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient quand même pu mettre une méga évolution pour le Pikachu spécial à Pikachu, par exemple, comme ils ont fait avec les capacités Z. Pour le Pikachu de Sacha, une méga gemme nommée c'est la Léviatorite, Mutoite, etc. La H Pikachu Olite, ils auraient pu faire ça. Enfin bref, ça peut quand même arriver, mais pas forcément tout de suite. Vu que les méga évolutions, pour le moment, c'est en parenthèse, mais ils peuvent en dévoiler de nouvelles plus tard. Voilà. Alors, est-ce que ça va être spécialement... Est-ce que c'est un Pokémon... Vu qu'il pourra pas évoluer, apparemment, c'est une allusion pour le Pikachu de Sacha. Ou est-ce que ça va être commun à plusieurs Pikachu? En tout cas, ça veut dire que provoquer ce Gigamax, c'est abandonner définitivement l'évolution. Comment ça peut être mis en œuvre dans l'anime ou dans le manga, à voir. Ou est-ce que ce sera spécifique au Pikachu de Sacha? Passons à la lecture de ces informations. Il stocke de grandes quantités d'électricité dans sa queue. Toute l'électricité qu'il génère grâce aux poches dans ses joues est stockée dans sa queue. En combat, il utilise cette dernière pour frapper et électrocuter ses adversaires le plus foudroyant des éclairs. Tel le plus foudroyant des éclairs. Alors là, ça va bien avec notre Pikachu de Sacha qui est déjà surpuissant, donc ça va lui faire encore un power up. Va falloir qu'il trouve... je pense pas que ça... Au vu des premières informations par rapport à l'anime, le Gigamax de Pikachu arrivera pas tout de suite, mais beaucoup plus tard. Alors, je pense. Donc, sauf si... Il peut générer bien plus d'électricité qu'avant. Bah ça, c'est logique. Alors, il est devenu si puissant qu'il peut maintenant produire autant d'énergie qu'une centrale électrique. Toutefois, cette énergie n'est pas aisément exploitable par les foies, car Pikachu ne peut revêtir cette forme que pendant un court instant. Alors là, la question que je me pose, c'est vu que les centrales électriques n'ont pas tous forcément le même niveau de puissance, les mêmes villes à transmettre en électricité, il faudra que je me renseigne là-dessus. Mais ça peut être ça veut dire que Pikachu ne gagne pas un petit power-up, mais un immense power-up. C'est quasiment pour voir comment ça va être mis en avant, parce que c'est franchement très intéressant. Sa capacité Gigamax est Foudre G-Max. Les attaques électriques que Pikachu connaît se transforment en Foudre G-Max, une capacité Gigamax qui paralyse tous les adversaires en plus d'infliger des dégâts. Moi, la question que j'aurais aimé savoir, c'est même s'il n'y a pas. Ah si, on a l'info. Alors, je vérifie un truc pour Bourrinos. Ce qui me semble être de type sol. Cette capacité Gmax n'est pas affectée par la table des types. Ça veut dire, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, Bourrinos est bien de type sol. Donc ça veut dire qu'il paralyse même les Pokémon qui sont normalement immunisés au type électrique. On va passer à un autre Pokémon Gigamax qui est en train de devenir la mascotte, la rivale de Pikachu. Enfin, ça l'a quasiment toujours été, mais en moindre mouvement. Alors, ça fait la guerre de l'évolution contre le rejet de l'évolution. J'ai nommé le Pokémon Evoli. Lui, c'est pareil que pour Pikachu, mais si vous avez joué à Let's Go Evoli. Son type, il est de type normal. Son talent, c'est fuite adaptabilité. Taille 18 mètres
ou plus, kilos inconnus. Alors là, il est moins grand que Pikachu, et il ressemble plus à une grosse peluche que Pikachu, qui lui est vraiment paré pour le combat. Son adorable pelage charme tous ses adversaires. La puissance du Gigamax a donné un maximum de volume et de douceur au pelage autour de son cou. Si un adversaire se retrouve prisonnier de cette toison soyeuse, il tombera amoureux d'Evoli et perdra toute envie de se battre. Oula, intéressant. Une gaieté et un entrain contagieux. La puissance du Gigamax a rendu Evoli plus surexcité et plus chahuteur que jamais, au point qu'il tente souvent de jouer avec ses adversaires. Toutefois, à cause de son immense taille, ses tentatives de jeu finissent souvent en plaquage au sol. Ça nous montre que Evoli, en gros, n'a pas vraiment grand chose à envier à Pikachu. Ou sur ce coup-là. Sa capacité Gigamax est câlin G-Max. Les attaques de type normal que connaît Evoli G Gigantamax se transforment en câlin G-Max. En plus d'infliger des dégâts, cette capacité Gigamax rend tous les adversaires amoureux d'Evoli s'ils sont du sexe opposé. Bah oui, on va pas s'occuper de traiter de l'homosexualité dans Pokémon. Donc logique. Quoi qu'il pourrait. Donc voilà. Ce qui est intéressant. Bon. Evoli est un Pokémon qui m'a jamais vraiment passionné, mais bon. On passe à présent au Pokémon méchant, à l'ennemi juré dans l'anime Pokémon. J'ai nommé Miaou, qui lui aussi obtient un Gigamax. Ce Miaou sera offert en cadeau à ceux qui achèteront Pokémon épée et bouclier dès leur sortie. Il pourra être récupéré via l'option internet dans cadeau mystère entre le 15 novembre et le 15 janvier 2020. Ce qui laisse quand même une marge. Son type est normal, son talent ramassage technicien. Sa taille est de 33 mètres ou plus. Son poids est inconnu. Alors Miaous, là, dans l'anime Steel du Col, un Gigamax à la Team Rocket, ça peut être intéressant. Par contre, vu que lui veut être sauvage, ça va être dur. Un corps long et immense, une immense pièce brillante. En Gigamaxant, Miaous a vu son corps s'allonger et la pièce sur son front s'élargir. La pièce géante sur son front peut émettre un torrent d'énergie Gigamax qui baigne les alentours d'une puissante lueur dorée. Ses griffes acérées peuvent infliger d'énormes quantités de dégâts. Miaous adore tout ce qui brille. C'est pourquoi, lorsqu'il aperçoit la lueur des vitres du gratte-ciel, il ne peut s'empêcher de se faire les griffes dessus. Malheureusement, pour effet de détruire les fenêtres et les murs extérieurs des bâtiments. Alors, là, on insiste quand même sur son côté mauvais à Miaous. Son attaque est Pactole G-Max. Les attaques de type normal que connaît Miaou Gigamax se transforment en Pactole G-Max. En plus d'infliger des dégâts, cette capacité fait tomber une pluie de pièces que vous pourrez récupérer en jeu après le combat. Oh ben on va être riche rapidement dans le jeu. Mais c'est pas tout. Le Pactole G-Max rend également tous les adversaires confus. Là, ça a quand même un double effet positif qui est assez intéressant, même si la confusion est moins intéressante que le Pactole. Voilà. Bon, j'espère juste que le jeu sera pas trop facile avec ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Passons à un Pokémon assez inattendu en Gigamax. Il s'agit de Papillusion Gigamax. Alors pour être franc, lui, je m'y attendais pas vraiment, quoique si on cherche vraiment à faire une opposition Gigamax contre Mega Evolution, cela peut être intéressant. Oui, je vous rappelle que le seul insecte de la première génération à avoir une Mega Evolution était Dardanian, tandis que Papillusion, lui, était sur le banc.
On le touche. Il n'a même pas eu de capacité sec pour attraper le coup. Donc assez intéressant. Vous pouvez attraper des Pokémon Gigamax pour votre équipe en participant à des arènes dynamiques, mais il semblerait que ces Pokémon soient très rares. En trouver ne sera donc pas tâche aisée. Il est de type insecte et vol, talent œil composé, 17 mètres ou plus, poids inconnu. Alors, ce Pokémon déjà a une immense taille et fait penser au Monsterverse où on a Godzilla et compagnie. Je ne vais pas revenir dessus parce que je pense que vous connaissez. Ces écailles libèrent une lumière éblouissante. On le reconnaît surtout à ses ailes éblouissantes qui ont pris des proportions gigantesques, gargantuesques. La lumière provient de ces écailles qui sont capables de paralyser, empoisonner ou endormir ses adversaires. C'est l'arme la plus redoutable du Papillusion. Ces énormes ailes peuvent créer de violentes bourrasques. En battant des ailes, Papillusion peut créer des bourrasques assez violentes pour renvoyer un camion de 10 tonnes dans les airs. Ce même mouvement disperse des écailles empoisonnées autour de lui. Il est donc dangereux d'approcher de ce Pokémon trop près. Alors, ça nous montre une nouvelle fois que ça va être le Dynamax Gigamax vont être aussi dangereux que les méga évolutions ou les capacités Z, mais là ça va être mieux préparé vu que ça va être autorisé que lors des matchs d'arène, Ligue Pokémon ou Red Dynamax Gigamax qui seraient eux dans des espèces d'autres univers, des univers parallèles. Sa capacité Gigamax, c'est Illusion G Max ou Illusion G Max. Les attaques de type insecte que connaît pas l'illusion Gigamax se transforment en illusion G-Max. En plus d'infliger des dégâts, cette capacité et Gigamax disperse des écailles qui paralysent, endorment ou empoisonnent l'ennemi. En gros, on va jouer sur les états les changements de statut avec lui, d'où l'importance. Donc, Ponyta risque d'avoir une importance capitale dans l'équipe des Pokémon, dans votre équipe. Et on comprend mieux pourquoi il est dans Pokémon Bouclier. La question c'est est-ce qu'on aura une espèce de Pokémon équivalent dans Pokémon épée ou est-ce que voilà. En tout cas, à voir comment ce sera mis en avant dans l'animé ou dans le manga. Passons à un Pokémon où on s'en doutait tous un peu, surtout quand on le voit en arrière-plan du maître de ligue et en plus qui semble être son Pokémon fétiche, j'ai nommé Dracofeu, qui va lui aussi avoir une forme G-Max. Alors, avant de passer à Dracofeu G-Max, non, on verra ça après, en fait. Dracofeu Gigamax. Vous pouvez attraper des Pokémon Gigamax grâce à des raids ou autres. Mais ils sont très rares à en trouver, ne sera donc pas facile. Il est de type feu-vol, possède le talent brésier, a une taille de 28 mètres ou plus, son poids est inconnu. Alors, son design est assez intéressant, même si je trouve plus intéressant lui, il fait plus je vais à l'assaut de l'adversaire. On dirait une sorte de mélange de Méga Dracofeu X et de Méga Dracofeu Y. Ce qui le rend assez intéressant. Donc voilà. Le feu fait rage à l'intérieur de son corps. Ses flammes intérieures ont gagné en puissance si bien qu'elles jaillissent maintenant de la bouche des cornes. En plus du bout de sa queue, il semblerait que ces flammes brûlent encore plus fort quand il rugit. Ces ailes de feu peuvent calciner n'importe quel adversaire. Renforcées par la puissance du phénomène Gigamax, les flammes de Dracofeu peuvent maintenant former des ailes sur son dos grâce à leur température inférieure à celle du magma en fusion. Dracofeu supérieure à celle du magma en fusion. Dracofeu peut calciner n'importe quel adversaire. Alors là aussi c'est intéressant. Ça me refait penser au combat Dracofeu contre Magmar dans la saison 1 de l'anime Pokémon. Parce que là, le magma en fusion, c'est pas froid, c'est très chaud. Oh, donc intéressant. Comment ils vont mettre en œuvre, c'est à voir.
fournaise G max et sa capacité Gigamax. Les attaques de type feu que connaît Dracofeu se transforment en fournaise G max. En plus d'infliger des dégâts aux adversaires qu'elle touche, ses capacités Gigamax infligera des capacités supplémentaires pendant 4 tours à tous les Pokémon qui ne sont pas de type feu. Bon bah là c'est comme Foudre G-Max. Adieu. Fuck la logique avec la table des types. Qui n'est pas respectée. Alors ça c'est assez intéressant au final. Parce que quand on voit certains trucs, ce qui expliquerait son type vol-feu, pour Dracofeu c'est que on dirait presque un espèce qui se transforme en phénix pour attaquer. Et donc, ou qui crache un phénix, ça dépend des vidéos ou des images qu'on peut voir. Donc assez intéressant. Alors on a eu des previews par rapport au jeu qui sont les suivantes. Le jeu commence par un reportage sur Tarak, le maître de Galar. Pour accéder à la suite de l'aventure, il faudra la lettre d'approbation et ce sera Tarak qui vous la donnera en début de jeu. Contrairement à la plupart des jeux Pokémon, ce n'est pas le professeur qui vous remettra votre Start Act, mais Tarak. Nabil, votre rival, prendra le starter désavantagé par rapport à votre. Nabil aura lui aussi par ailleurs un mouton qui l'utiliserait apparemment dès le premier combat. Tarak récupérera le starter non choisi. Votre mère donnera 5 Pokéballs dès le début du jeu. On oublie la frustration de voir des Pokémon chromatiques avant de pouvoir capturer des Pokémon. Nabil il vous proposera quand même un court tutoriel de capture. Mais celle-ci sera obligatoire. Mais les suivants pourront être passés. Celui des faiblesses et des résistances des types attaquants. Au tout début du jeu, vous devez vous aventurer dans la forêt de Sleepwood, une forêt brumeuse pour ramener mon mouton qui sera échappé. Un mystérieux Pokémon apparaîtra derrière vous. Par ailleurs, cette espèce de Pokémon est très populaire à Galar, on peut le considérer comme le Rattata Quenoteur de la région de Galar. Donc là, mon mouton, c'est l'équivalent de Rattata, Quenoteur, etc. Ce Pokémon mystérieux où on n'a pas eu beaucoup d'informations, je pense que ça risque d'être Impidip, qu'on nous cache depuis le début, qu'on nous a dévoilé mais qu'on nous cache. Par ailleurs, cette espèce de Pokémon est très présente à Galar, alors mince, j'ai l'air de dire la même. De nombreuses références à l'Angleterre sont présentées, notamment dans les dialogues avec l'utilisation de mots d'argot d'anglais. Votre père est toujours loin de la maison, seule votre mère est présente chez vous. Alors ça c'est intéressant parce que ça pourrait presque dire qu'on aura un lien avec l'anime et Pokémon, plus précisément le père de Sacha. L'aventure commence dans le petit village de Paddockstown, proche de Sleepwood, ce qui me fait penser à la forêt de Sherwood, où nous passerons une partie de notre aventure en début de jeu. La grande ville industrielle que l'on a vue dans le trailer s'appelle Motorly. Les centres Pokémon auront multifonctionnalités. Vous pourrez acheter soigner vos Pokémon, acheter des objets et également faire évaluer leur surnom, renommer ou supprimer des capacités, tout cela dès le début. Combat. Avant de combattre un dresseur important, pas un dresseur qu'on croise au pif au hasard, vous verrez une cinématique de temps en temps. Par exemple, Nabil vous demandera si vous connaissez elle et sa affinité de type. Toujours pour des dresseurs importants, certains vous parleront en combat comme dans Noir et Blanc par exemple. Intéressant, une allusion en Noir et Blanc. En capture et rencontre, le cycle jour-nuit est évidemment présent.
Par exemple, Gigaton de Galar ne sera présent que de nuit. Vous pourrez rencontrer des Pokémon de 3 manières différentes, aléatoirement dans les hautes herbes, en dehors des herbes et visibles sur la carte comme dans Let's Go Pikachu et Evoli, avec des points d'exclamation comme dans les jeux de la 7ème génération. Certains Pokémon n'apparaîtront qu'avec des points d'exclamation. Il est possible de marcher sur les pointe des pieds pour ne pas se faire repérer par les Pokémon sortant des herbes, comme dans Ruby Omega et Saphir Alpha. Par ailleurs, certains Pokémon pourront fuir à votre vue et d'autres vous fonceront dessus ou réagiront à vos sifflements. Ça, ces informations sont quand même assez intéressantes sur les Pokémon sauvages, ce qui nous permettra de faire le tri sur quel Pokémon on veut pas. Les terres sauvages et les raids Dynamax. Ce qui va être assez important d'avoir des informations dessus. Les terres sauvages font partie des zones les plus larges du jeu, estimées à environ 2 régions de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors j'ai pas joué à Breath of the Wild, mais ça me semble énorme comme distance pour les terres sauvages. En gros, on aura une fusion d'un jeu Pokémon là avec Legend of Zelda Breath of the Wild, mais en plus grand, quoi. Quelle partie de comment ça va être mis en œuvre? Ouh là là. On pourra accéder dès la première heure du jeu. Vous ne pourrez pas accéder à l'entièreté des terres sauvages dès votre première visite. Certaines zones ne vous seront inaccessibles et demanderont l'utilisation des techniques spéciales. J'irai même, à mon avis, plus loin en disant qu'il faudra même parfois, à mon avis, des niveaux de badge ou autres pour y accéder. Les Pokémon apparaissent et disparaissent comme dans Let's Go. Idem pour les dresseurs qui seraient trop loin de vous. Comme dans Let's Go, le PC sera accessible n'importe quand dans cette zone. Les Pokémon que l'on peut croiser dans Terre Sauvage changeront suivant l'heure et la météo. Une fonctionnalité de votre Motismart encore inconnue vous permettra de prédire le climat qu'il fera dans certaines régions des Terres Sauvages. Le camping sera obtenu au cours de l'aventure et exclusif aux Terres Sauvages. C'est un mix de la Pokérécré et du Pokémon Ranch. Intéressant comme information. Chaque dresseur n'a qu'une seule chance d'attraper le Pokémon, mais un seul peut lancer la Pokéball à la fois. Si un joueur le capture, tout le monde obtient le Pokémon. S'ils échouent, le Pokémon du raid est perdu. Ce qui veut dire que pour le Pokémon en raid Dynamax et Gamax vont être hyper galères à capturer, qu'il risque de falloir leur commencer plusieurs. Certains Pokémon seront complètement exclusifs au raid. Le Watt et la monnaie des terres sauvages que l'on peut gagner en déplaçant la caméra, affrontant des dresseurs ou des raids Dynamax. Après un raid Dynamax, si votre Pokémon est mis au KO, vous pourrez venir après 1 ou 2 tours. Des marchands sont présents dans les terres sauvages et vous pourrez leur acheter des CT, des ingrédients ou de l'équipement pour le Poké Camping, qui lui est exclusif aux terres sauvages, je vous rappelle. Les ingrédients à curry seront trouvables dans la nature, achetables ou donnés. Les recettes de curry seront trouvables selon les mêmes modalités. Le taux de rafraîchissement de l'image, le framerate semble stable, que ce soit en combat, en raid ou dans les terres sauvages. Laisse mes dents. Désolé, j'ai un poil mal aux dents. Encore. Le gameplay. Possibilité de jouer avec la manette pro. 10 catégories de vêtements existent. T-shirt, pull, pantalon, robe, chaussettes, chaussures, sac, chapeau, lunettes et gants. Une section visage sera disponible pour votre avatar, quel que soit le genre. Il sera possible d'épaissir les cils, modifier la couleur des yeux. Une section en maquillage existera pour les avatars féminins. Les CT sont de retour et elles sont toujours utilisables en unité.
La CT Météore est la première obtenable pendant l'aventure. Les C sont à nouveau absents du jeu et sont remplacés par les techniques spéciales comme dans Let's Go. Dans la zone où Voltutu apparaît, se trouvent au moins 7 ou 8 Pokémon encore non dévoilés. Les starters semblent évoluer après le niveau 12, en tout cas l'Arméléon. La sauvegarde automatique est présente dans le jeu mais est désactivable. Cela devrait éviter quelques mauvaises surprises, au moins pendant prudent d'entre vous. Elle a d'ailleurs bon goût et ne peut pas être trop présente et se contenter d'être appliquée dans certains changements de lieu. Donc c'est assez intéressant là aussi de voir que la sauvegarde automatique ne sera pas un frein mais vraiment un plus. On pourra jouer avec ou sans. Après un combat, l'expérience sera partagée entre tous les Pokémon de votre équipe. Il ne sera pas possible de désactiver ce mode multi-X du jeu. Tous les Pokémon recevront de l'expérience à la fin du combat. Vos Pokémon recevront également de l'expérience après une capture, comme depuis XY. Bah ça c'est cool. Moi je trouve ça assez sympa. Après ça dépend des goûts. On vous rassure sur le partage d'expérience. Nanana, la connexion. Ouais, en gros, pour le gain d'expérience, ce sera à peu près la même que d'habitude. Fonction multijoueur. Vous pourrez faire du commerce, faire des combats, visiter les campings de joueurs, mais également compléter des règles de Dynamax. Il n'existe pas de moyen de communiquer avec les joueurs en vocal ou par écrit. Il est cependant possible de les ping comme sur Discord par exemple. D'accord, on fait un clin d'œil à Discord. Le retour des Pokémon. On a Natu-Xatu, Marcacrin, Cochignon, Mamochon, Sinistral. Et voilà, on a fait un peu le tour de toutes les informations qui ont été données. Alors, je vais rajouter quelques trucs que j'avais vus et entendus. De la part d'un joueur qui a testé le jeu, mais lui, c'était vraiment la version complète. Et on va faire la synchronisation avec l'animé. Alors, pour l'animé, on nous met Mew très en avant, je trouve. Depuis, on l'avait déjà mis en avant dans les jeux, mais là on remet encore en avant, comme s'il allait avoir un rôle très important dans les jeux à venir. On va peut-être en apprendre un peu plus sur ce Pokémon. Alors, il va y avoir, d'après ce que le gars m'avait dit, une nouvelle forme des herbies. Oui, une nouvelle forme des herbies qui lui contrôlait complètement l'antimatière. Et si c'est vrai, que c'était pas une blague, on peut en faire la synchronisation avec les jeux Pokémon Donjon Mystère, où Mew était venu littéralement en renfort en prenant l'apparence d'un Pokémon pour faire face à cette menace. Donc à voir. En tout cas, il est clair que Mew risque lui aussi de se prendre un power-up. Alors je lui avais posé la question, est-ce que dont la même question que j'ai posée sur la page Facebook de la page, j'ai à peu près, est-ce que Mew et Mewtwo auront de nouvelles formes? Est-ce que Mewtwo aura une nouvelle forme Gigantamax et Mew, ou est-ce que ce sera Mew, ou est-ce que ce sera les deux? Il m'a répondu, ou sinon un on que Mew pour faire une espèce d'entrechoc, collision entre les méga évolutions et les Gigantamax de Mew et Mewtwo. Oui, selon cette théorie, Mew aurait deux Gigantamax, un pour faire face à Mega Mewtwo X et Mega Mewtwo Y. S'il n'enlève pas le fait, parce que j'avais pas vraiment fait gaffe, mais certains, quand on synchronise Mewtwo avec ses gros rivaux d'autres verses comme Omnimon ou Freezer, certains nous mettent Mew dans le même lot. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais bon. Donc voilà, ça pourrait confirmer les nouvelles formes, et ça expliquerait aussi pourquoi il a horreur des combats. Enfin bon, je ne sais pas trop.
Il m'avait dit, lui, que non, en fait, il aurait pas de Gigantamax, mais plus de Méga Évolution dans la version du jeu qu'il a testé. Après, il m'a dit, attention, je n'ai pas eu la version définitive du jeu. Donc, d'accord, c'est assez intéressant comme info, surtout d'apprendre ça. Ça veut dire que les méga évolutions n'ont pas forcément été mis, elles aussi, de côté. Alors, je vais revenir sur ce qu'on a entendu dans les interviews. La question, c'est est-ce que c'est fiable? Eh bien, et je vais comparer à ce que m'a dit mon ami, c'est qu'il existe plusieurs versions de jeux. Une version avec tous les Pokémon, toutes les stats, toutes les, tous les, toutes les méga évolutions, capacité Z, etc. Une avec sans les Pokémon, sans ces Pokémon-là, etc. Donc voilà, il existe les versions 1, 2, 3, 4. À présent, est-ce que la version que nous, on aura entre les mains sera l'une de elles ou un mélange de tout? Parce que ce qui est dit, nous est dit dans les interviews, ça peut aussi être un test pour avoir notre avis sur ce qui va sortir dans les jeux. Tout comme ça peut être vrai, véridique. Donc il y a plusieurs possibilités. Est-ce vrai, est-ce faux? Après, comme Mewtwo est un peu la mascotte des Pokémon légendaires divins, il n'est pas impossible qu'il ait lui aussi une forme Gigantamax. À voir. Surtout que lui, on met facilement en rivalité avec Omnimon et Freezer, sachant que Omnimon, lui, il risque de se taper une nouvelle forme vu qu'il y a un film pour l'anniversaire de Digimon là qui va sortir. Et Freezer dans Dragon Ball qui est revenu à la vie là, après Golden Freezer, qui risque de prendre lui aussi une nouvelle forme. Je ne serais pas surpris que Mewtwo se prenne lui aussi une nouvelle forme. Donc voilà, ça peut être assez intéressant à voir. Mais ce qui peut être encore plus intéressant, c'est que c'est vraiment qu'on incite sur le côté de Mew et son rôle de gardien de la vie, qu'on en apprenne plus à travers lui. Par exemple, on nous a fait allusion dans les différentes parties du Pokéverse, les jeux, l'anime, le manga, de différents types de guerres qu'on pourrait approfondir, lire ces côtés-là et en apprendre plus sur certains Pokémon qui veulent plus se montrer, comme Marshado ou Mew, ou encore Jirachi, etc. Donc voilà, c'est ça la synchronisation avec l'anime. Et comme on a vu que dans l'anime, nous a servi à révéler des nouvelles formes, comme Sashanobi ou Lugarok crépusculaire, on peut avoir des nouveaux Pokémon qui seront révélés à travers l'anime. Il est aussi possible que certains Pokémon ou certains nouveaux Pokémon ne soient pas tout de suite dans les jeux, tout comme des potentielles formes de Dynamax, des potentiels Pokémon Gigamax, mais qu'ils soient révélés plus tard. Et là, je fais allusion à Sashanobi, Lugarok crépusculaire, Zygarde parfait, et etc. Zygarde sans les cœurs et cellules de Zygarde. Donc, plusieurs possibilités, plusieurs théories, à voir ce que les jeux nous réservent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir et bonne journée à vous. Ceux qui ont commencé par cette vidéo, je vous souhaite une bonne review d'épisode. Quant aux autres, ouais, faites comme vous voulez. Allez, au revoir. Alors, j'allais oublier un truc qui peut être assez intéressant pour cette partie théorie, c'est que le manga sur Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon, va sortir en France le mois prochain en même temps que les jeux. Et qu'on va aussi parler en gros de la passation de relais entre Junichi Masuda et lui depuis la 5e génération. Et comme Go pourrait être en quelque sorte pour être en quelque sorte le successeur de Sacha, je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler de 30 secondes. On ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille par ailleurs. Donc voilà. Encore merci, au revoir et bonne journée à vous.
que... Attendez, j'ai oublié encore un truc. Ah, ça m'énerve. Je pense qu'il y a encore énormément de trucs à dire et à voir. Alors là-dessus. Vous voyez qu'il y a plein de théories possibles, mais on va attendre les prochaines informations. Ah oui, il avait aussi dit dans une interview qu'il serait peut-être mieux de ne pas révéler les évolutions des starters. Je suis entièrement d'accord avec ce choix. Autant qu'on ait la surprise en ayant le jeu entre les mains. Ça peut être que du positif.